Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech. Vous le savez, le vendredi est l'occasion de découvrir une personnalité à travers ses projets, ses convictions et puis parfois même ses doutes. Mon invité fait partie des pionniers de la voix sur IP et aussi des champions de la messagerie cryptée. Il vient de céder les responsabilités quotidiennes de PDG de son entreprise à son ex-bras droit. En France, il souhaite lancer de nouveaux projets. Alors pour l'instant, tout est absolument confidentiel et pourtant je lui poserai des questions et donc nous aurons des réponses. Dans la grande interview de Smart Tech aujourd'hui avec David Gurlé qui est déjà à mes côtés, donc fondateur et désormais membre du conseil d'administration de Symphonie. On aura donc de la success story mais aussi des révélations. Bonjour David Gurlé, merci beaucoup d'être avec nous. D'autant plus que vous avez accepté de participer à l'ensemble de l'émission. Alors on va démarrer avec un débrief de l'actualité. Christophe Holnet est déjà installé, donc il fait partie de nos commentateurs aujourd'hui en charge d'investissement dans l'univers de la tech, ancien de Microsoft, comme vous d'ailleurs, David Gurlé, vous êtes passé par la même maison. Et puis nous avons également Bernard Benamou qui est connecté par Skype avec nous, expert de l'Internet et de sa régulation internationale. On va parler ensemble des actualités qui nous ont fait réagir et qu'on n'a pas encore pu traiter cette semaine dans l'émission. Et puis à la fin de Smart Tech, on retrouve notre rendez-vous sur l'espace. Il sera dédié aujourd'hui à la poussière d'astéroïdes ou plus exactement à la mission Osiris-Rex. Mais donc tout de suite, place au débrief. À la une du débrief aujourd'hui, la taxe GAFA, mais également un projet géant dans le futur de la santé ou encore une agence contre les manipulations étrangères. Ça fait partie des sujets qu'on va traiter donc avec Christophe Holnet, président de l'entreprise de deep tech d'Athena, conseiller principal chez Apax Partners, un fonds européen de private equity, et également en visio Bernard Benamou, fondateur et secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique ISN. Bonjour à tous les deux. On va commencer par cette taxe donc de 15% sur les profits des 100 plus grandes entreprises du monde qui a été décidée par le G7 Finance. Alors G7, on rappelle peut-être les pays du G7, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, le Japon et l'Italie. Et évidemment, dans cette taxe, ce sont les géants américains surtout qui sont visés par cet impôt mondial. Christophe Holnet, est-ce qu'on est là face à un changement historique ? Oui, je crois qu'on peut qualifier ce changement d'historique. Ça fait partie de décisions de gouvernance mondiale qu'on attend et finalement qu'on voit se réaliser. Et c'est vrai qu'il y a une période et une fenêtre d'opportunité, si je puis dire, pour le faire, puisqu'il y a un certain nombre de tabous qui sont tombés, le monde est devenu keynésien, la taxe n'est plus tabou, il y a un contexte où... Il y a l'arrivée de Joe Biden aussi. Les États veulent récupérer de l'argent, il y a effectivement une inéquité fiscale qui est flagrante et qui est accélérée par le e-commerce, la digitalisation qui fait qu'il y a un découplage entre là où sont faits les profits et là où ils sont engrangés d'une certaine façon. Et puis, effectivement, une focalisation sur les GAFA qui, aujourd'hui, ça devient absolument évident, ont acquis un statut quasiment supranational qui a fini par, je dirais, agacer un certain nombre de personnes, et même aux États-Unis, à rassembler à la fois les démocrates et les républicains pour pouvoir les réguler plus fortement. Donc toutes ces conditions ont été réunies pour faire cette annonce, et je pense qu'il faut le saluer, parce que c'est aussi, même si cette taxe de 15% peut paraître assez limitée, car elle se situe juste au-dessus d'un certain nombre de paradis fiscaux en matière de taux, on a quand même là une décision qui est majeure, et on sait très bien que si on se met d'accord sur une assiette large et un taux minimal, on pourra après éventuellement l'augmenter. Bernard Benamou, on l'attendait depuis longtemps cette taxe finalement. On l'attendait depuis longtemps et il faudra quand même attendre qu'elle nous soit confirmée par les instances suivantes, et en particulier évidemment le G20 et surtout le CDE. Donc tout ça donnera lieu malgré tout à une intense campagne de lobbying de la part effectivement de ces GAFA. Donc il faut pas penser que la chose est arrivée, mais surtout pour nous Européens, ça nous remet en question sur ce qu'était effectivement le manque d'harmonie fiscale entre les différents pays européens, à savoir en particulier effectivement le Luxembourg et surtout l'Irlande. Alors c'est vrai que sans les Américains, on n'y arrivait pas de toute façon, a priori. C'est le paradoxe de la situation, c'est que c'est le leadership américain qui va faire que l'Europe va probablement arriver, on
on l'espère, à résoudre un de ces problèmes qui était quand même de balayer devant sa porte, à savoir du dumping fiscal au sein même de l'Union européenne et qui crée beaucoup de distorsions. Donc, de ce point de vue, c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi, on peut regretter qu'il ait fallu attendre le leadership américain pour pouvoir s'attaquer à ce problème, parce que tous ces sujets fiscaux, de souveraineté et autres, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Bernard Benamou, je voulais vous faire réagir à la réception de cette annonce par les GAFA, qui est plutôt officiellement hyper positive. Alors moi, j'ai noté chez Facebook qu'on souhaitait la mise en œuvre d'une telle réforme depuis longtemps, ou encore chez Amazon que c'était une étape bienvenue dans les efforts à apporter à la stabilité d'un système fiscal mondial. Je crois que pour eux, les questions fiscales, aussi importantes qu'elles soient en termes de revenus pour leurs actionnaires, sont les questions les moins inquiétantes, parce qu'ils savent que ça prendra du temps, et ils savent que ce n'est pas ce qui remet directement en cause leur modèle économique. Donc, d'une certaine manière, accorder aux États une plus grande, je dirais, marge de manœuvre au niveau fiscal fait partie des choses qui ne les inquiètent pas. Et donc, d'une certaine manière, il est normal que, à minima, sur les 15% dont nous parlons, ils soient effectivement d'accord. Nous verrons, dès qu'il sera question d'aller à 20, 21, voire peut-être un jour au-delà, nous verrons effectivement le type de réaction, cette fois-ci non officielle, mais de lobbying, qu'ils déploieront à Bruxelles et à Washington. Une réaction, David Gurley, sur cette actualité fiscale mondiale ? Oui, il était temps. Il était temps qu'en fait, on mette en place ça. En fait, je pense que ce que j'ajouterais à ce débat, c'est que ce soit Facebook, Apple ou Microsoft, ils avaient peur que les décisions soient prises d'une manière unilatérale. C'est-à-dire que la France ou l'Allemagne ou que l'Angleterre prennent des décisions de taxation dont ils étaient donc obligés d'obéir. Et pourquoi ils sont très contents avec ça? C'est parce que maintenant, c'est partout pareil. Donc, ils savent que les États-Unis, donc leur gouvernement est avec eux, au lieu d'aller débattre avec Bruno Le Maire et avec son équivalent en Allemagne, etc. Donc, cette mutualisation de taxes, en fait, ça les arrange d'un côté. On va, merci beaucoup. On doit enchaîner avec beaucoup de sujets, David Gurley, et y compris ensemble après pour la grande interview. Alors, dans l'actualité, on a aussi en France le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Stéphane Bouillon, qui a annoncé la création d'une agence nationale de lutte contre les manipulations de l'information en provenance de l'étranger. Alors, ce service, il verra le jour en septembre. Il devrait mobiliser 60 personnes, Bernard Benamou. Bon, l'enjeu, c'est quoi? C'est l'échéance de l'élection présidentielle en France. Évidemment, ça nous rappelle effectivement les travaux qui avaient été menés sur la loi contre les fake news. Alors évidemment, cette agence a déjà fait parler beaucoup d'elle sur le mode, est-ce que nous ne sommes pas en train de recréer un ministère de la vérité orwellien? Non, moi je pense effectivement qu'il est nécessaire d'avoir des moyens techniques pour combattre les ingérences étrangères qui se font de plus en plus violentes, y compris même récemment sur la campagne vaccinale, en essayant de déstabiliser les opinions publiques par rapport à ça. La question, c'est effectivement les moyens qu'on lui donnera, et surtout, plutôt que de faire, puisque vous le rappeliez, quelque chose en perspective, comme la loi fake news, en perspective effectivement de l'élection, est-ce qu'on peut mettre en place de vrais dispositifs en amont pour éviter que les modèles économiques toxiques que l'on a pu voir aux États-Unis de micro-targeting, donc effectivement de publicité ciblée, puissent être progressivement moins attractifs pour les acteurs en question. Et ça, c'est la vraie question pour les temps qui viennent. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut rester sur ce modèle où on est capable justement de déstabiliser les opinions, de faire développer des théories du complot à l'échelle de pays ou de continents entiers, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que c'est ça la vraie question qui se posera dans les temps qui viennent. Et selon vous, il faudrait interdire les publicités ciblées de la part de partis politiques, par exemple? C'est intéressant parce que Facebook, immédiatement après le 6 janvier, après donc l'invasion du Capitole, avait renoncé à la publicité politique ciblée, donc avait arrêté effectivement de vendre de la publicité politique ciblée, pour la réinstaurer quelques semaines plus tard. Est-ce qu'il faut l'interdire, ce modèle économique? Je n'irai pas aussi loin, je dirais qu'il faut le rendre beaucoup moins économiquement je dirais, oui, économiquement et structurellement attractif pour des sociétés comme Google ou comme Facebook. Et effectivement, pour l'instant, on ne le remet pas en cause. C'est ce que disait Snowden il n'y a pas très longtemps. La question, ce n'est pas la gestion des données
personnels, c'est comment on les extrait et est-ce qu'on doit les extraire jusque dans ces détails les plus pointus par rapport aux individus pour faire de la publicité. Je rappellerai que Bertelsmann, le patron de Bertelsmann, le groupe allemand de presse, avait dit qu'on pouvait très bien faire de la publicité sans être obligé d'ultra cibler la publicité. Donc oui, je pense qu'il faudra au niveau européen une réaction par rapport à ça. Donc s'attaquer au fond du problème, parce que là, cette agence, pour vous, c'est plutôt une réaction a posteriori, si j'ai bien compris. Christophe Honnête, un mot ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'analyse doit être faite au niveau européen, là aussi, pour pouvoir, dans l'effort de régulation qui est fait, mettre des garde-fous à ce pouvoir absolument gigantesque qu'ont les acteurs du numérique pour pouvoir éventuellement déstabiliser des États. Donc là, on a une réaction. Et il faut en parallèle avoir une approche plus proactive. C'est ce que la Commission européenne fait avec le DSA et le DMA. Alors, je ne sais pas si l'information très nationale est arrivée jusqu'aux oreilles des GAFA outre-Atlantique. Qu'en pensez-vous ? C'est un sujet qui leur fait très peur. Parce qu'en fait, c'est la capacité d'influence des populations. Exactement. Parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose à double tranchant. Et si jamais ce n'est pas contrôlé correctement, ça met en danger leur business model, qui est vraiment faire de l'argent sur la publicité ciblée en vraiment récupérant les données de tous les utilisateurs. Donc, pour eux, encore une fois, la régulation de ce côté-là, c'est très, très bien, parce qu'ils peuvent se mettre derrière ça et dire, vous voyez, maintenant, il y a des institutions qui sont là, qui font la régulation. Nous, on continue à faire notre métier. Il faut faire la publicité ciblée, ils vont le dire, parce que c'est comme ça qu'on sert mieux les individus. Et à mon avis, ils vont vraiment aller avec les institutions pour là-dedans, parce que ça les arrange. Bernard Mesdamoux, juste une dernière question à ce sujet. Est-ce que ça marche de créer quelque chose au niveau français ? Je pense qu'on ne doit pas, ça a été dit à l'instant, on ne doit pas réfléchir uniquement au niveau national, mais on ne doit pas s'empêcher de réfléchir au niveau national. Je pense qu'effectivement, il nous faut acquérir une compétence. Quand je dis une compétence, c'est une compétence au niveau de l'État dans ces domaines. Donc oui, effectivement, c'est important de commencer là-dessus, mais est-ce qu'il faudra une agence et une action et une régulation ? À l'instant, il était question effectivement des textes européens, DSA, DMA, on pourrait rajouter DGA, Data Governance Act, sur les data brokers, mais je pense qu'effectivement, il faudra aussi effectivement revenir sur les fondamentaux de ces sociétés. À l'instant, il était question de la remise en cause de leur modèle économique. Je pense qu'on ne pourra pas effectivement rester sur un modèle économique du micro-ciblage de façon longue. C'est devenu économiquement et politiquement beaucoup trop toxique. Alors, autre actu, c'est le lancement officiel de la société commune en France pour accélérer le progrès en santé numérique, donc par Capgemini, Generali, Orange et Sanofi. Christophe Honnête, déjà, est-ce que ça vous semble être un bon positionnement là ? Oui, je crois que c'est un bon signal, puisque la crise sanitaire nous a clairement montré qu'on avait besoin de plus d'innovation en la matière, que cette innovation dans les domaines liés à la santé, à la digitalisation des processus médicaux, à la santé en général, nécessite aussi un accès à du big data pour pouvoir faire les tests et fonctionner. Donc, vouloir créer un écosystème en France, mais là aussi avec une approche européenne, puisque d'abord ça s'appelle Future for Care, donc déjà le nom est un peu européen, même si les acteurs sont quand même plutôt franco-français, ça me paraît une bonne approche et une nécessité. Maintenant, la question que je me pose, c'est quel est le business model de cette co-entreprise ? Est-ce qu'il s'agit... Ils disent qu'ils ne vont pas investir dans les startups, donc il s'agit juste d'un incubateur, et on sait qu'un incubateur sans investir, ce n'est pas rentable. Donc s'agit-il d'une action de responsabilité sociale, si je puis dire, d'acteurs qui ont parfois un peu de crédit à récupérer vis-à-vis des instances gouvernementales ? Est-ce que ce sera justement... C'est toujours les mêmes acteurs qu'on retrouve derrière ces grands consortiums. On a parlé la semaine dernière ensemble de Bleu. Oui, absolument. Donc ces acteurs-là investissent. Est-ce que ce sera ça va durer ? Est-ce que ce sera juste un station F de la santé ? Ou est-ce que ce sera quelque chose de différent ? Voilà, on attend d'avoir un peu plus de détails. Bernard Benamou, cette alliance entre nos géants, visiblement français, Capgemini, Orange, Sanofi, ça vous semble de bon augure pour accélérer sur la santé en France ? Et il en restait un, Generali, l'assureur. Et je dirais qu'effectivement, ce que l'on voit à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs intéressant de voir cela dans le slogan qu'ils ont choisi, c'est l'évolution, alors pour parler en très mauvais français, du cure vers le care, c'est-à-dire du soin vers la prévention. Et ce qui est en train de se produire, c'est l'introduction des technologies, en particulier de l'Internet des objets connectés de santé, autour effectivement
de l'évolution vers la prévention. Et c'est pour ça qu'un assureur comme Generali est particulièrement intéressé par cela. C'est-à-dire que par définition, on voit bien tous les acteurs, Google y compris, qui se sont positionnés sur l'assurance santé, en particulier aux États-Unis. Et c'est effectivement l'un des marchés essentiels en termes d'évolution de la santé connectée. Et donc, c'est un point important. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas aller vers ce que souhaitent les acteurs américains comme Google, c'est-à-dire l'hyper-individualisation de la santé, c'est-à-dire la couverture individualisée et non plus la couverture mutualisée comme nous, Européens et Français, le connaissons avec notre système depuis la Seconde Guerre. Donc c'est vrai que c'est d'un point de vue technologique très intéressant. D'un point de vue sociétal, comme on dit, ça pose des questions nouvelles qu'il faudra évidemment débattre au niveau démocratique pour savoir quel est notre modèle social, quel est notre modèle de couverture sociale avec ces technologies, surtout après la crise Covid qui a justement accentué le besoin. Alors, il était à l'instant question du fait qu'on utilisait beaucoup le big data. C'est vrai que la question, c'est jusqu'où on ira en termes justement à la fois de surveillance, d'incitation, de nudge, comme on dit dans ces métiers, dans le domaine de la santé. Et c'est vrai que c'est une vraie question, je dirais, politique et pas simplement économique pour les temps qui viennent. Ni technologique. Merci beaucoup. On va suivre effectivement ce projet. Dernière info que je voulais qu'on traite ensemble, c'est Bruno Le Maire qui a revu à la hausse les objectifs, les ambitions de la France en matière de financement des entreprises. Il vise maintenant donc 30 milliards d'euros d'investissement d'ici fin 2022 et plus de 25 licornes en 2025. On en a 14 actuellement. Est-ce que, Christophe Honnête, vous trouvez que c'est trop ambitieux ou peut-être pas suffisamment ambitieux? Bon, je crois que l'important, c'est de revoir l'objectif à la hausse pour montrer qu'il y a une dynamique. Ouais. Et il y a une 15e licorne depuis hier avec Ledger, vous voyez, donc on voit que ça s'accélère. C'est vrai. Il faut aussi relativiser tout ça. C'est dû à beaucoup des valorisations qui montent beaucoup d'argent disponible. Fait nouveau des investisseurs américains qui viennent investir ou étrangers dans des entreprises françaises, alors qu'autrefois, eh bien, ils incitaient à relocaliser aux États-Unis. Donc aujourd'hui, il y a un écosystème à la fois avec la France et les acteurs à l'international, plus une image de la French Tech qui fait que des entrepreneurs de talent comme David Gurley n'auraient pas besoin d'aller créer leur entreprise aux États-Unis, mais pourraient faire tout leur parcours en France. Donc de ce point de vue, je pense que c'est un message positif, mais il faut aussi relativiser les montants. La France a investi l'année dernière 5,5 milliards d'euros le capital risque représentait 5,5 milliards d'euros. C'est 1/20 de l'investissement des États-Unis, 1/10 de la Chine. Donc c'est très en deçà de nos rapports de PIB. Donc oui, c'est très positif, mais il faut continuer la course, que les autres ne s'arrêtent pas. Bernard Benamou, je n'aurai pas le temps de vous faire réagir. Je voulais juste terminer sur cette phrase de Bruno Le Maire qui dit « Nous étions une nation de start-up, nous allons prochainement devenir une nation de grandes entreprises technologiques ». À voir, très bien. Je ne vous fais pas réagir non plus, David Gurley, puisque c'est l'heure de votre grande interview. Et donc, on va adresser ces sujets aussi d'attractivité de la France, puisque vous avez des projets ici, sur notre territoire. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débriefé. On n'a pas parlé non plus du portefeuille européen numérique, mais je pense qu'on a le temps d'en reparler, parce que pour l'instant, les choses sont encore floues. Et donc, on a de nouvelles échéances devant nous. Merci Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Christophe Honnête, président d'Athéna et conseiller principal chez Apax Partners, pour vos débriefs. David Gurley, je le disais, juste après la pause, on se retrouve pour votre grande interview. Vous regardez bien Smart Tech et c'est le moment de la grande interview de David Gurley qui a de grandes ambitions ici en France. David Gurley, je rappelle que vous êtes donc le fondateur et jusqu'à récemment, vous étiez le PDG de la FinTech Symphony, spécialiste de la messagerie cryptée, valorisée à plus d'1 milliard de dollars et donc ayant acquis ce statut de licorne en Silicon Valley. On vous présente comme faisant partie des pionniers de la voix IP, puisque dès le début des années 90, vous créez un système de voice messaging. Oui. Je vais un peu plus vite, j'arrive en 99, vous intégrez Microsoft et dans une interview à Libération, vous dites avoir été l'un des plus proches conseillers de Bill Gates. Moi, ça m'intéresse que vous nous racontiez cette rencontre. Alors, ça s'est passé très vite. 3 semaines chez Microsoft en 99. Bill G, comme on dit chez Microsoft, a fait une revue de toutes les technologies de communication sur Internet. Alors, moi, j'avais une petite équipe, j'ai créé un petit démo et on est allé dans ces salles de réunion. Donc, il y avait un ordinateur avec quelqu'un de l'autre côté
comme là on a eu précédemment avec Bernard. Et donc Bill arrive devant cet ordinateur et je lui dis ben, écoute, vas-y, tu peux parler maintenant à Donald, il s'appelait. Donc il commence à parler avec Donald. C'est Donald qui parle. Et puis sur ce, Bill se retourne vers moi. Il me dit mais moi je veux voir un truc en temps réel, pas un truc enregistré. Alors sur ce, Donald dit mais Bill, je suis là, je te parle en direct. Et sur ce, il regarde, mais c'est pas possible, la qualité est trop bonne. et c'était le moment. Wow, super réussite. C'était réussite. Et à partir de ce moment-là, il m'a adopté et on a travaillé ensemble. On a mis en place en fait toute la stratégie de communication de Microsoft dont j'ai eu le plaisir de gérer. Bon, c'est le début de la success story. En 2012, vous avez créé la start-up qui deviendra ensuite Symfony en 2014 en Silicon Valley. C'est un modèle de croissance, hein, on peut le dire, Oui. aujourd'hui pour une entreprise fondée par un Français. Mais alors là, alors que votre entreprise justement prospère, eh bien, vous venez de céder la direction opérationnelle à votre bras droit. Oui. Pourquoi ? Je pense qu'il faut savoir le faire. Ça faisait 9 ans, entre Perso, donc la première société sur les messageries encryptés, et puis Symfony, donc 6 ans et 6 mois. Donc au bout de à peu près 10 ans, je pensais qu'il était temps de passer alors, la main. juste, je n'ai pas donné des chiffres, vous allez le faire pour moi. Nombre de salariés, nombre de présences Oui, dans donc les pays. 400 salariés, on est présent dans tous les grandes villes du monde. On a 140 ingénieurs à Sophia Antipolis, près de Valbonne, au sud de la France. Et d'ailleurs, c'est notre plus gros centre de R&D dans le monde. Et, des clients prestigieux aussi, Oui. les grandes banques. On va dire qu'il n'y a pas une banque qui n'est pas notre client. Ouais. On a plus de 500 clients, on a plus de 500 000 utilisateurs, on a plus de 2000 applications qui tournent sur notre logiciel, une valorisation de 1,4 milliard de dollars. On n'est pas, on investit constamment, donc on n'est pas cash flow positif. Mais ça nous a permis en fait d'avoir des ambitions d'acquisition. Donc on va annoncer dans les semaines à venir quelques acquisitions. J'espère avoir le plaisir de vous en parler très bientôt. Et la société a fait une croissance fulgurante en 2020. Et donc Et c'est à ce moment-là que vous décidez qu'il faut partir, lever le pied, J'avais déjà changer d'horizon. décidé il y a 3 ans en fait. Il y a 3 ans, j'avais décidé qu'en 2021, ça serait une période de transition. J'avais déjà des idées, dont j'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Ben, j'espère aussi. Et évidemment, je ne pouvais pas les mettre en place parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il fallait recruter une équipe qui allait me succéder. Donc, je me suis mis à l'œuvre et j'ai recruté une équipe formidable. J'ai recruté mon successeur il y a 1 an. Et c'était donc, vraiment dans l'idée de partir là le 1er juin 2021. Exactement. C'était quelque part en 2021, donc je ne savais pas si ça allait être avril, juin ou octobre. Et donc, ça faisait 1 an que Brad, qui est mon successeur, était arrivé. Il était prêt, il avait pris la main sur les ventes, il prenait petit à petit la main sur l'équipe produit. Donc, avec le conseil d'administration, on s'est dit, bon, ça y est, on est prêt. Et donc, cette décision, vous savez, c'est une décision difficile de 2 côtés. D'abord, c'est une décision personnelle, parce que quand on est un fondateur, on y met tout dedans. C'est un petit peu notre bébé. Mais par contre, le bébé finit par grandir, donc il arrive à une maturité. Et comme un bébé qui part un jour à l'université, donc il faut pouvoir faire la même chose avec sa société. Et c'était pas facile. Donc ça m'a pris à peu près 1 an d'y arriver. Bon, alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec la révélation de vos projets, j'ai lu que vous aviez l'oreille d'Emmanuel Macron. Parce que alors là, si vous êtes ici, là, vous êtes de passage en France, mais enfin c'est ici que vous avez des ambitions. Oui. Alors ma question, c'est est-ce que vous pensez fournir une technologie pour le gouvernement ? On sait que il y a des vrais enjeux de sécurité, par exemple, autour des communications du gouvernement. Est-ce que c'est là qu'on doit vous attendre ? Oui et non, parce que je pense que les sujets qui me passionnent, je pense que ça passionne tous les Français et enfin tous les citoyens du monde. On est dans une transition. Si dans 2 siècles, il y avait un historien qui regardait notre époque, il dirait ils sont en train de passer du mode analogue au mode numérique. Et donc avec ça, il y a des opportunités, des défis, des erreurs.
que, évidemment, l'humanité fait face. Donc moi, j'ai une capacité de voir les choses assez loin et anticiper les problèmes et voir les opportunités pour les résoudre. Et donc, ce que moi, je voudrais proposer au gouvernement français, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de M. Macron, le président, hier, c'est de s'intéresser aux problèmes de décentralisation. On en parlera, au problème de confiance digitale, au problème de souveraineté individuelle contre une souveraineté d'entreprise. Donc ce sont, à mon avis, les piliers de notre futur. Aussi les droits de l'homme numériques. On a écrit les droits de l'homme il y a plus de 2 siècles et on a évolué. Donc il y a des choses aujourd'hui qu'on aimerait bien avoir comme droit vis-à-vis de nos données, vis-à-vis de notre identité, qu'on ne les a plus. Maintenant, ça appartient à des entreprises, à des intérêts privés qui vont parfois à l'encontre, contre nos intérêts individuels. Donc, ce sont ces sujets-là que je voudrais proposer au gouvernement français, dans la mesure où je pense que la France a cette réputation de toujours se mettre du côté de l'individu, du droit de l'individu, par rapport, on va dire, au droit purement capitaliste d'une société. Et on est très bien respecté dans le monde pour ça. C'est un petit peu ce qu'on attend de la France, ce qu'on attend du gouvernement français, des citoyens français. Alors, quand je vous entends évoquer ces sujets-là, la souveraineté numérique, ça fait partie des préoccupations majeures aujourd'hui en France, mais aussi en Europe. Ça tourne principalement autour du cloud, donc ceux qui hébergent nos données. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème de cloud souverain ici en Europe ? Alors là, on est pratiquement en train d'entrer sur un de mes projets. Super. On y va ? On y va. On y va. Alors, vous avez absolument raison. Donc aujourd'hui, si on regarde l'évolution d'Internet, on est dans un contexte où les services informatiques qu'on bénéficie en tant qu'individu ou un travailleur vient d'un cloud. Le cloud, aujourd'hui, la plupart de ces services-là, c'est les Américains qui l'ont conçu. Et en gros, ils ont gagné le premier match. C'est 1 pour les États-Unis et 0 pour le reste du monde. Peut-être en Chine, c'est un petit peu différent. Mais dans le monde, on va dire, occidental, c'est eux qui dominent notre vie quotidienne. Et je pense que c'était nécessaire d'avoir, on va dire, cette infrastructure centralisée, parce que ça a permis de créer, en fait, une échelle, un scale très rapide, vu l'évolution donc, de la technologie. Mais ça a des défauts majeurs. Donc, le premier défaut, c'est les défauts de business model. Pourquoi on parle de souveraineté ? En fait, on parle de souveraineté parce qu'il y a le problème de business model des données. C'est-à-dire l'exploitation commerciale des données. Donc, on vous offre un service gratuit, entre guillemets, en échange de quelque chose que vous avez, mais on ne vous le demande pas, mais on vous le prend. Donc, à partir de là, vous avez du coup perdu la souveraineté de votre, on va dire, données digitales, de votre identité digitale et vos actions aussi sur Internet. Et c'est ça vraiment... Donc, ça dit les entreprises payent le cloud et même certains particuliers, quand on veut un espace de stockage suffisant, on le paye aujourd'hui. Exactement, mais on peut faire différemment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas encore inventé dans le partage de données ? Et c'est vraiment ça que je voudrais, sur ça que je voudrais innover. Alors, il y a plus de 4 milliards d'ordinateurs aujourd'hui qui sont connectés sur Internet, en termes d'ordinateurs fixes, mobiles ou de téléphones. Énormément de ressources qui sont inutilisées. Au-delà de ça, on a le cloud, qui tourne avec des gros serveurs, etc., qui consomment beaucoup d'électricité, etc. Impact environnemental aussi important. Exactement. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en réseau ces 4 milliards d'ordinateurs ? Peut-être un sous-ensemble de ces 4 milliards d'ordinateurs. Ça, c'est Internet. Ce n'est pas Internet. Parce qu'en fait, Internet permet à ces ordinateurs de se connecter à ces centres de données. Mais ces ordinateurs ne sont pas interconnectés entre eux. C'est vrai. Pour se partager des ressources. Donc, vous avez des ressources de disque dur, vous avez des ressources de CPU, ce qu'on appelle processing, et si on pouvait mettre une technologie qui permettrait de mutualiser tout ça et ensuite d'offrir des services au-dessus de ça. Donc, la première idée que j'ai, c'est d'offrir, en fait, en utilisant 2 technologies qui existent, qui s'appellent peer-to-peer technology et blockchain, la possibilité de partager une partie de son disque dur pour un réseau donné, en échange, récupérer dans ce réseau-là de l'espace disque pour enregistrer les données les plus précieuses, mais d'une manière confidentielle.
ou c'est vous qui détenez les données, ou c'est encrypté, et personne ne peut aller exploiter parce que ça n'appartient à personne d'autre que vous. Donc c'est le modèle du peer-to-peer qu'on a connu autour du partage de fichiers au début de musique, puis de films. Ouais. C'est ce modèle-là, donc avec des échanges sécurisés par la blockchain. Moi, ça me fait penser aussi aux crypto-monnaies. Oui. Donc c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour organiser ça. C'est presque la question que j'ai envie de vous poser finalement, puisque c'est un système qui repose sur la distribution. Chaque internaute est maître de ce réseau. Est-ce qu'on a besoin d'un fournisseur de cloud? Non. Justement pas. On a besoin d'une technologie, on va dire, on a besoin d'une recette pour mettre les choses ensemble. Il faut bien les assembler. C'est un petit peu comme un cuisinier qui va utiliser les meilleurs ingrédients pour faire un plat délicieux. Donc c'est ce que moi je voudrais faire. La société va s'appeler Hive. Au sens S1, qui représente un petit peu... H-I-V-E, donc ce sera le nom. Voilà, le nom, exactement. Le réseau qui s'appellera HiveNet, parce qu'il faut le créer. Et les individus, ensuite, c'est eux qui vont détenir les clés de participation et les clés de partage. Donc, l'idée, une fois qu'on a créé ce réseau, on commence à partager ces données d'une manière sécurisée et aussi stocker ces données d'une manière sécurisée. Et de pouvoir ensuite exploiter l'ensemble des ressources informatiques pour les entreprises. Parce que les entreprises ont besoin de faire les simulations, ont besoin de faire de processing, par exemple, lorsque Disney fait un film digital et qu'ensuite il faut faire ce qu'on appelle de rendering. Ça leur prend parfois plusieurs semaines de processing pour qu'on puisse aller voir ce film dans les salles de cinéma. Donc ça demande énormément de puissance, de calcul. Et donc il y aura un réseau entreprise et un réseau particulier? En fait, le réseau particulier va être loué aux entreprises. Donc, lorsque vous allez chez vous et que vous allez vous coucher, vos ordinateurs, ils peuvent travailler pour vous. Ils vont pouvoir partager sur le réseau leurs assets avec les entreprises qui veulent les utiliser. Pendant ceci, vous allez gagner un petit peu d'argent en partageant ces ressources-là. Et les entreprises, eux, ils vont pouvoir utiliser pas seulement ce qui existe dans le cloud, mais des millions de CPU qui seront en fait collectés dans ce réseau-là afin de faire leurs calculs, afin d'économiser de l'argent et de le faire d'une manière plus rapide. Donc, et aujourd'hui, technologiquement, on sait faire ça, rassembler ces 4 milliards d'ordinateurs pour faire des transferts aussi importants que ceux qu'on voit aujourd'hui et qui sont gérés sur des data centers? Pas à cette échelle. On est dans les, on va dire, jusqu'à 50 millions d'ordinateurs. Comment on passe à l'échelle de 4 milliards? Ça va être du deep tech. On va devoir travailler très dur. Donc aujourd'hui, le blockchain a des limites de performance. Donc il faut innover de ce côté-là. Donc l'investissement en technologie, et je pense justement, c'est le socle pour la France, parce qu'on a quand même des talents fabuleux ici. On a des mathématiciens, on a des cryptologues, on a des ingénieurs, et mettre toute cette équipe ensemble pour résoudre ces problèmes-là vont être, à mon avis, un défi, mais un défi qu'il faut absolument soulever. Parce que pour moi, si on arrive à réussir à créer ce réseau-là, c'est l'Europe qui va gagner le deuxième round de ce match sur Internet. Parce qu'en fait, les créateurs d'Internet, si on revient sur Internet, le DARPA, donc les années 70 et 80, n'ont jamais voulu créer un système centralisé. Internet, ça veut dire quoi? C'est Connected Networks. Donc, ils ont toujours pensé que les réseaux devraient être fédérés et le pouvoir distribué. Et donc, on est revenu d'une manière, je ne sais pas comment. On a transformé la gouvernance d'Internet. Voilà, on certain. a complètement transformé à une centralisation. Et je pense que c'est le moment de redécentraliser et d'aller aux sources d'Internet et donc distribuer le pouvoir à ceux qui l'utilisent. Et les investissements s'élèveraient à combien et quelles seraient les échéances? Alors, on devrait arriver à un produit au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc, c'est à peu près le temps que je prévois pour un investissement d'environ 10 millions d'euros initial. Et donc, je suis en discussion avec différents fonds d'investissement à ce sujet-là. Et ça va nous permettre de valider la solution pour les individus. On va commencer par les individus. On va leur donner une alternative à Dropbox, une alternative à leur Google Drive. Ils vont pouvoir... Et ce sera HiveNet, ce sera gratuit? Oui, ça sera gratuit. Absolument. Donc, c'est de la ressource informatique que l'on donne en échange et non plus nos données, si j'ai bien Exactement. Donc, on va faire
le partage donc de nos ressources et l'économie de partage, c'est un petit peu ce qu'on fait avec Parce que ça existe Airbnb. déjà, oui, sur des projets de recherche Oui, aujourd'hui. exactement. Il y a eu pas mal d'efforts. On ne commence pas à partir de zéro. Ouais. Donc, les technologies existent. Vous avez parlé de partage de musique. Oui. Et, est-ce que vous connaissez, par exemple, BitTorrent? Oui, bien sûr. Oui, donc BitTorrent, c'est quand même une technologie qui existe depuis plus de 20 ans, donc qui a mûri et qui est capable de faire partager des fichiers de taille très, très grande qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, on va utiliser tout ça, mais on va les assembler différemment. Et cela va nous permettre de créer ce réseau-là Enfin, à vous moindre coût. restaurez la gloire de ces outils qui ont été longtemps décriés pour des raisons de piratage de droits, mais qui sont des technologies évidemment très intéressantes et qui Oui. peuvent porter un avenir différent pour la gouvernance d'Internet. On arrive à la fin de cette grande interview, c'est terrible, parce qu'on n'a pas pu parler des 2 autres projets. Est-ce que vous pouvez les donner en un mot? Avec plaisir. Alors, j'ai été un fondateur 2 fois, CEO 2 fois. Souvent, je me suis senti très seul face à des difficultés. Je ne pouvais pas parler de mes difficultés à mes investisseurs ou à mon équipe parce que ça serait avouer ma faiblesse, avouer mes doutes. Et donc, on se sent en fait en difficulté très souvent face à des décisions très importantes. Et je vois ça très bien aujourd'hui avec beaucoup de startups dont j'ai le plaisir, le privilège de conseiller. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer en fait le McKinsey pour les startups, une boîte de conseil qui est spécialisée pour accompagner les fondateurs de leur étape de seed. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous serez à Vivatech. Oui. Pour sans doute distribuer des conseils à ces start-upers. Donc Oui. là, l'objectif, c'est vraiment de créer une structure de conseil. Oui. Je vous fais accélérer, excusez-moi. Avec plaisir. Autre projet, le dernier? Le dernier, c'est la confiance digitale. Aujourd'hui, le modèle de confiance est un modèle analogue qui est géré plus ou moins par le gouvernement pour certifier notre passeport, pour un certificat de mariage, de naissance, etc. Et on a toute cette paperasse qu'on gère tous les jours et ça nous encombre notre vie. Ouais. Donc, il faut passer ça au côté digital. Vous avez parlé un petit peu de ce portefeuille numérique. Du projet européen. Ouais. Je pense que c'est absolument essentiel. Mais on ne peut pas laisser ça juste dans le sein, au sein du gouvernement. Parce que, en effet, il y a des conseils, il y a des documents administratifs, mais vous avez aussi une montre que vous achetez. Vous avez aussi des biens que vous possédez. Eux aussi, ils ont besoin de leur certificat d'authenticité. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un portefeuille digital totalement ouvert, dans lequel, en fait, le gouvernement et les sociétés peuvent écrire dans le blockchain vos biens en forme digitale qui sera inviolable parce qu'on utilisera la blockchain. Donc, ça sera votre portefeuille que vous pourrez... Avec des droits d'accès que l'on pourrait maîtriser. Totalement, parce que la souveraineté... C'est un peu le modèle estonien pour les plateformes estoniennes. Exactement, voilà. Merci beaucoup, David Gurlé. On a fait très très vite le tour de vos projets. Donc vous reviendrez, j'espère, dans Smartech nous raconter ces nouvelles aventures et la naissance de HiveNet. Voilà, je suis très curieuse de savoir comment ça va évoluer. C'est l'heure de notre rendez-vous dans l'espace. On va parler donc de la mission Osiris-Rex et David Gurlé reste avec nous. Et c'est le moment de notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. J'étais en train de chercher. Cécilia, on va parler d'astéroïdes, c'est ça? Oui, on va parler d'astéroïdes aujourd'hui parce que la NASA est allée à la rencontre d'un astéroïde, l'astéroïde Bennu, qui est tous les 6 ans à peu près à 300 millions de kilomètres de la Terre. Alors on a envoyé une sonde le rencontrer et aller récupérer un petit peu de poussière sur ce sol d'astéroïde. Et aujourd'hui, une cargaison d'échantillons a entamé enfin son retour vers la Terre. Elle voyage à bord de la sonde Osiris-Rex et son retour est prévu en 2023. Ce sera l'aboutissement d'une mission de presque 7 ans. Et surtout, cette poussière, elle va nous apporter les informations inestimables sur la formation du système solaire, de notre planète et des astéroïdes. Et comment justement des astéroïdes peuvent apporter ces réponses à nos questions? En fait, les astéroïdes, ce sont des restes de formation de planètes. Ils ont été formés à peu près au même moment que la formation du système solaire. C'est là que ça nous intéresse parce que les étudier, c'est étudier la composition à la naissance du système solaire et des planètes qui l'accompagnent, de sa famille de planètes
dont la Terre, évidemment. Alors pour ça, l'astéroïde Bennu, c'est un excellent candidat. C'est un mélange solide de matière organique et les premiers éléments constitutifs du système solaire, donc aussi de la Terre, se retrouvent à l'intérieur. En fait, c'est une véritable capsule temporelle, puisque dans l'espace, tout est figé. Et donc, aller l'observer, c'est comme aller observer ce qui s'est passé au moment de la création du système solaire. Donc, la NASA a envoyé cette mission, la mission Osiris, avec la sonde du même nom, une mission qui a pour but d'aller observer, récolter un échantillon et ramener cet échantillon sur Terre. Elle n'en finit pas déjà de contribuer aux réponses scientifiques qu'on attendait. Par exemple, on a pu vérifier qu'il y avait effectivement une richesse de carbone sur l'astéroïde, on a pu vérifier qu'il y avait des traces d'eau ancienne repérées, on a pu confirmer tout ça. Et puis surtout, on s'est rendu compte que sur le sol, il y a une couche de plusieurs mètres de particules sans cohésion. Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune gravité quasiment sur cet astéroïde. Donc, la sonde, quand elle est arrivée dessus, s'est enfoncée de quasiment 50 cm, ce qui est assez étonnant. C'est comme une piscine à boules. Et donc ça a complètement changé notre modèle géologique, celui qu'on se faisait des astéroïdes. Donc déjà, on a beaucoup de réponses scientifiques, mais la mission Osiris, elle est complexe et elle ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Ah, que s'est-il passé? En fait, en 2016, elle a commencé. En partant depuis Cap Canaveral pour rejoindre ce géocroiseur. Je vous donne les détails de la mission en raccourci. Elle s'est approchée, tout s'est bien passé, elle a pu observer. On a découvert là qu'elle n'était pas du tout lisse, cette surface de l'astéroïde, qu'en fait, il y avait des roches de parfois 30 cm de hauteur. Et là, elle a entamé le contact. Ça s'appelle le touch and go. Et c'est allé très vite, ça a duré seulement 16 secondes. Jusque-là, tout s'est bien passé. Elle a récupéré ses échantillons. Et ensuite, elle est repartie pour se remettre cette sonde autour de l'astéroïde. Et il y a un mais. Et il y a un mais, exactement. C'est que 3 jours plus tard, on a réalisé qu'en fait, le clapet ne s'était jamais refermé. Celui qui stockait cette poussière d'astéroïde, cette précieuse poussière d'astéroïde, ne s'est pas refermé. Donc, cette poussière était en train, en fait, de s'échapper dans le vide spatial. Donc, en urgence, la NASA a mis en place une solution. Elle a essayé de récupérer tout ce qui était à l'intérieur de ce clapet-là pour aller le mettre dans un cube à l'intérieur de la sonde. Alors, je dis en urgence, mais en réalité, c'est une procédure qui a duré 36 heures. Parce que là, en l'occurrence, on n'a pas pu tout automatiser. Normalement, on automatise, il faut 16 heures, 18 heures pour que le message soit transmis de la sonde à la Terre. Donc, tout est automatisé. Là, on ne l'a pas fait pour vérifier que tout se passait bien, pour qu'il n'y ait pas un deuxième couac et pour ne pas sacrifier 7 ans de mission. Fin du drame, on a réussi à récupérer à peu près, selon les estimations, 400 grammes d'échantillons. Et donc là, ces échantillons sont de retour sur Terre. Exactement. Après 5 ans passés dans l'espace, ils arrivent. L'engin est reparti de l'orbite de Bennu. Il a été propulsé à une vitesse de près de 1000 km/h. Et puis, il va arriver d'ici 2 ans et demi, le 24 septembre 2023, autour de notre planète, en nous apportant peut-être des réponses inestimables. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On a manqué de temps pour tout détailler aujourd'hui, j'en suis désolée. Je vous remercie, David Gurlet, d'être resté jusqu'à la fin. Je n'ai pas le temps de vous faire réagir sur l'espace. Je voulais quand même terminer sur cette phrase que vous avez déclarée. Je n'ai jamais agi sur un coup de tête. Je pondère, je réfléchis, j'observe. Et je ne me serais pas lancée sans être certain de réussir. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit aujourd'hui ? Absolument. Merci encore, on est impatients d'en savoir plus. Alors c'est l'heure du lab où les startups du numérique viennent pitcher dans Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Je vous donne rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous.